qui est donc professeur à l'Université de Brasilia, que nous avons le grand plaisir de recevoir cette semaine, enfin 15 jours, mais en tout cas pour aujourd'hui, dans le cadre de notre séminaire doctoral. Iracema a comme particularité d'avoir suivi une partie de son cursus à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'avoir soutenu une thèse de doctorat. Dois-je parler de moi? Je n'ose pas, mais Iracema fut ma première doctorante il y a quelques années déjà, pas si longtemps tout de même, mais il y a déjà quelques années. Et à l'époque, j'étais dans une autre université. Mais Iracema travaillait à l'Université Paris 1 et a été accompagnée et suivie par plusieurs enseignants-chercheurs de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, lesquels furent présents d'ailleurs à l'occasion de sa soutenance de thèse, puisqu'il y avait et Jacinto Lajara et Gilles Tibérien. Voilà. Et nos liens se sont poursuivis en termes de recherche. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises sur des programmes qui nous préoccupent toujours, notamment un programme qui porte sur les écrits d'artistes. Et Iracema vient de publier un magnifique ouvrage sur le sujet tout récemment. Et à cette occasion, à l'occasion de ces recherches, Iracema, je le dis également pour les doctorants qui pourront être les futurs lecteurs, lectrices de ce travail, Iracema mène un travail avec Roberto Conduru, qui est un enseignant-chercheur de l'université de Sao Paulo. Non, il vient de quitter, maintenant il est à Texas, à l'université de Texas. Et donc nous allons diriger ensemble, avec Iracema, à qui j'ai confié la proposition, un numéro de la revue Plastique. Je te laisserai en parler, peut-être, du sujet tel qu'on l'a brossé pour l'instant. Oui, on peut oui, si tu veux. En premier, il faut que je dise bonjour à tout le monde, merci d'être là. Merci beaucoup. Et merci spécialement à Christophe pour l'invitation, encore une fois, parce que là, c'était une invitation plus officielle, mais j'ai été déjà invitée plusieurs fois pour venir ici dans son séminaire, pour parler un peu de travail et d'autres choses, n'est-ce pas? Oui. La revue que nous sommes en train d'organiser, l'idée c'est qu'elle aborde la question de la migration. On est en train encore de décider si on va travailler avec plusieurs personnes différentes et différents domaines de connaissances, mais ça sera sur la question de la migration, de la façon dont elle bouleverse, change notre travail. Non? Les liens qu'il y en a, même si c'est un lien affectif ou si c'est un lien réel, et qu'est-ce que ça nous a fait, qu'est-ce que nous fait faire ces genres d'expériences. Et on peut passer pour le premier image. Et les sujets que je voulais amener ici, c'est le rapport que ces trois artistes ont avec ce que nous comprenons comme moderne au Brésil. Et on voit que deux de ces artistes, Lígia Clark et Mira Chandel, elles sont nées presque au même moment. Lígia en 1920, à la ville de Belo Horizonte, qui c'est au centre du Brésil, un lieu historique où il y a eu l'exploitation d'or pour les églises européennes. Et elle est décédée à Rio en avril 88. Elle a vécu à Paris, elle est venue depuis un prix qu'elle a eu à la Biennale, et aussi par biais de son ami Hélio Itzig, qui était son ami très proche, qui lui a dit de venir en Europe parce qu'elle aurait plus d'opportunités de développer son travail. Après, je parlerai, elle a exposé dans cette galerie, Seniors Gallery,
qui est une galerie qui a montré le travail des artistes brésiliens à Londres et qui a fait apparaître tous ces artistes qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Grâce au travail de Guy Brett, qui c'était une personne formidable, très proche vraiment de travaux des artistes, pas seulement brésiliens, mais sud-américains. Il était marié avec une Chilienne, il a travaillé avec des artistes en Chine, en Afrique, et lui, en 1980, il a écrit sur la question de l'eurocentrisme dans l'art. Lija Clark, elle a aussi travaillé ici, elle a organisé des ateliers qui ont été liés à la communication gestuelle. Alors elle a organisé ces ateliers et à partir de ces ateliers, on verra, son travail a changé complètement depuis cette expérience ici à Paris 1. Mira Chandel était d'origine juive et elle est née en 1919 à Zurich. Elle a dû voyager beaucoup en Europe et elle a étudié art à Milan et aussi philosophie. Elle s'intéressait beaucoup à la philosophie. Et puis après, il y a toute son histoire de vie que je ne vais pas rentrer ici. Alors, elle est arrivée au Brésil, elle n'était pas encore artiste plasticienne, et elle va développer son travail au Brésil. Alors, quand les MoMA l'annoncent comme une artiste suisse, c'est pas vrai, elle est une artiste brésilienne d'origine suisse. La troisième, c'est Ana Maria Maiolino, qui j'ai eu l'occasion de connaître. Peut-être que je suis artiste aussi à cause d'elle, parce que je l'ai connue pendant mon adolescence. Et elle vit encore, et elle fait actuellement une grande rétrospective à São Paulo, dans l'Institut Tomi Otaki. On commence avec le premier image, voilà. Bon, Lija Clark, elle est venue en Europe, et ça je voulais dire aussi parce que je trouve dans des temps actuels c'est très important, grâce à deux amis qui étaient très généreux, qui étaient Sérgio Camargo et El Utsik. Et eux, ils sont arrivés en premier à cause de certaines questions. Sergio, parce qu'il avait un rapport avec la bourgeoisie et les gens du pouvoir. Et elle aussi à cause de la pertinence de son travail, comment il a été découvert, surtout les parangolesques, c'était les vêtements colorés qu'il faisait les gens de la favela porter et danser pour montrer une géométrie bougeante. Alors, elle et Serge, ils ont amené plusieurs artistes avec. Alors, différemment d'aujourd'hui, qui on a surtout les commissaires d'exposition et les critiques d'art qui font ces parcours. À ces moments-là, il y avait cette solidarité parce qu'il n'y avait pas un milieu d'art visuel au Brésil. Ce n'est pas traditionnel du Brésil, l'art visuel. Alors, l'abstraction en Amérique latine, elle a un lien avec une industrialisation qui était en retard, une industrialisation surtout de l'infrastructure du pays. Ça s'est passé entre les années 40 et 50. Et cette industrialisation, elle a suscité les besoins de régler les droits des travailleurs. Ça a provoqué aussi une urbanisation beaucoup plus accélérée et aussi les débuts de favelisation, de la création de favelas
hein, des habitations, parce que les gens dans une campagne, dans un travail rural, qui étaient presque esclaves, qui en faisaient presque la même chose, qu'il n'y avait pas de choix, la personne ne pourrait jamais être propriétaire des grandes terres. Ces employés sont partis à habiter dans les villes, dans les grandes villes, et puis après dans les moyennes, et maintenant ils sont dans toutes les villes, même les petites, il y a des favelas. Alors, une société aussi de consommation commence à se former. Hein. Et de la même façon que dans les constructivismes, les artistes ont voulu participer de cet aspect modernisant. Il faut dire qu'avant, l'art était très figuratif et aussi un peu folklorique. Même le tableau que j'ai vu avant-hier au musée Luxembourg de Tarsila d'Amaral, elle a un stéréotype de Brésilien. C'est pas vraiment parce que c'est un manque d'identité qu'on a. On peut être brésilien comme ça, on peut être brésilien blanc ou noir ou n'importe comment, oriental. On peut être, enfin, de toutes les origines. On a toutes les religions sont là. Alors, il y a, et aussi économiquement, dans ces chaos économiques qu'on a vécu pendant des années d'esclavage, de relations de travail horribles, alors tout ça a géré un pays qui n'a pas d'identité. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors au début, c'était une espèce de caricature. Alors l'abstractionnisme, il arrive dans l'Amérique latine d'une façon générale pour apporter justement cette égalité, ou proposer cette égalité, proposer aussi la représentation d'une non-hiérarchie. Comme moi je vois l'art comme une pensée. Ce n'est pas une illustration, ce n'est pas une décoration, ça peut être aussi une décoration, ça peut être aussi une illustration, mais ce n'est pas son but. L'art, le seul but d'art, c'est d'être l'art, et de montrer une pensée, n'importe quelle pensée, mais c'est comme dans la philosophie. Mes amis philosophes, ils disent toujours que l'art est toujours en avance en rapport à la philosophie. Bon, à ces moments, alors, tous ces événements ont créé des mouvements politiques très radicaux, l'origine de partis radicaux qu'on a jusqu'à présent, qui on voit les résultats jusqu'à maintenant, de l'extrême droite à l'extrême gauche et le bazar total là-bas. Et il proposait évidemment, comme aussi les constructivismes, on a étudié ça à l'école, je pense, du langage universel, hein, qui se manifestait d'une façon objective, mathématique, justement en proposant la fin des hiérarchies et aussi qu'exprimer la fragmentation de notre expérience dans les mondes, la fragmentation en rapport au temps et en rapport à l'espace. Bon, on peut passer. Alors, l'organisation et l'hasard seront ce qui va conduire, disons, la pensée et les travaux au début des artistes concrets et néo-concrets. Mais les artistes concrets étaient beaucoup plus proches d'une forme assez figée et aussi on ne voyait pas trop les jeux, on voyait les structures concrètes de la forme. Et aussi la fin des hiérarchies de figure-fond, ça c'est pareil pour les deux, concret et le concret, de dessous et dessus, de devant et derrière. Et les néo-concrets, ils vont proposer surtout l'idée du jeu. Hein.
du jeu de la forme et du jeu avec les limites du travail. Ils vont ouvrir les supports, ils vont ouvrir le travail au bord et aussi ils vont travailler beaucoup avec l'expérimentation des différents matériaux. Par exemple, comme ça, ce sont des cartons, et puis après, elle va faire ce même travail avec du bois. Les concrets, ce que j'allais dire, Juliet, c'est qu'il travaillait beaucoup avec la poésie, avec les mots. Il jouait sur la forme des mots et comment les mots étaient sur la page. Bon, Lige, va faire ce passage, en pliant les plans. Elle va commencer à plier le plan au point de vue en premier représentationnel, comme dans cette série qui s'appelle Surface modulée. Elle va travailler, je pense, avec les travaux plus importants qu'elle a réalisés, qui s'appellent les animaux. Elle va travailler avec ses charnières et l'acier. Et l'idée de ce travail, et c'est ça que c'est vraiment dommage, à chaque fois qu'il est exposé, personne ne peut toucher, il était conçu pour être touché et manipulé. Mais ils ont créé des prototypes pour vendre, alors on peut acheter pour pouvoir vraiment travailler la pensée qu'elle voulait travailler. Il y a dans les lettres entre Lige et elle, parce que c'est une collection très belle de lettres, où ils échangent justement cette période où elle arrive en France, et elle raconte tout. Alors, c'était avec les prix de la Biennale de São Paulo en 61 qu'elle a eu les moyens de venir, et elle a exposé après la découverte par Guy Brett à la Signals en 1965 grâce à la générosité de Serge Camargo. Bon. L'autre aspect de ces passages entre les travails, disons, structurés et structurels de concrets, des artistes concrets et des artistes néo-concrets, c'est que pour les artistes néo-concrets, l'expérimentation des procédés et la jouissance au travail, c'était très important. Et je vais lire un peu sur ce qu'elle parle sur les bichos. Bichos, c'est animaux. Bichos, c'est les noms que je donnais à ces œuvres de cette période par leur caractère organique. En plus, il y a la charnière que réunit le plan et que me fait penser à l'épine dorsale. La disposition de plans, de plaques de métal, elle détermine la position des animaux qui, à un premier vue, semblent illimités. Quand les gens me demandent quel mouvement les biches peuvent faire, je dis, je ne sais pas, toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait le travail. Le bichou, il n'y a pas d'envers. Chaque bichou est une entité organique que se montre totalement dans son temps intérieur d'expression. Il a l'affinité avec les coquilles et l'escargot. Ils ont une affinité. C'est un organisme vif. Bon, alors je vais arrêter là parce que, bon, on voit aussi qu'elle a construit des biches avec plusieurs matériaux et aussi dimensions. Et sur ce travail, Lige, elle s'appelle cheminement, et il y a un rapport très fort avec les rubans de Mobius.
vous savez, les rubans de Mobius, tout le monde, non, personne ne le sait, oui, bon, alors, il y a, parce que Max Bill, un Suisse concret, est allé à la Biennale, il a montré son travail qui était à ce sujet, et à partir de là, plusieurs artistes ont fait de relecture de ça. Alors, les cheminements contiennent, pour elle, toutes les possibilités liées à l'action elle-même. Il permet le choix, l'imprévisible, la transformation. Alors, on commence à sortir du plan et dans une situation déjà d'action et aussi de 3 dimensions, d'autres dimensions qui se font, et aussi d'une forme ouverte et pas une forme fermée. Ça veut dire, on n'est pas dans une installation d'un carré qui on rentre dedans où il y a un intérieur et un extérieur. Tout son travail, il va être développé à ces moments en train de jouer entre éliminer, disons pas jouer, mais éliminer cette partage entre intérieur et extérieur. Ligia, elle ne supportait pas dire que ça c'était un travail d'artiste. Pour elle, c'était une thérapie. Nous voyons comme un travail d'artiste, mais elle-même, elle était vraiment en colère et elle trouvait un manque de respect, considérer son travail thérapeutique comme un travail d'artiste. Elle a dit qu'elle a fini avec l'art, qu'elle ne faisait plus de l'art, elle était thérapeute. Ce qui suscitait entre le thérapeute une suspecte, parce qu'elle n'était pas formée du tout en thérapie, et elle était dans la terre de personne. Hein. Elle était au milieu à la charnière de toutes les choses. Alors, elle n'était pas bien vue par l'art, pas bien vue par le thérapeute. Il n'y avait qu'un groupe de fous, j'ai connu une, vraiment folle, qui faisait ces thérapies. Et les étudiants de Saint-Charles. Les étudiants de Saint-Charles ont commencé à faire. Après, ça a donné origine, exactement, ça a donné origine à cette intervention. Je ne sais pas comment dire, je ne veux pas là manquer de respect parce que, vous savez, quand on parle des artistes, ils sont toujours à côté. Bon, et l'autre artiste, la deuxième artiste, c'est Mira Chandel, avec qui j'ai travaillé plus profondément dans la thèse. Si vous voulez connaître plus son travail, vous aurez l'occasion. C'est elle qui est d'origine suisse, mais c'est une artiste vraiment brésilienne qui a travaillé seulement au Brésil pendant toute sa vie. Et c'est drôle parce que Mira, elle a commencé à Porto Alegre, au sud du pays, et elle a vu que là-bas, il n'y avait pas de futur pour son travail. Elle est partie à São Paulo. Et à São Paulo, elle était contemporaine, quand elle était plus jeune, des artistes concrets. Alors, et c'était ces relations, ces rapports, c'était les artistes concrets. Et c'est drôle comment elle fait la lecture de ces constructions et elle dilue, elle provoque une dilution de la forme et de ce genre de répétition comme on voit déjà sur ce travail. Bon, et il faut dire aussi que la phénoménologie, j'ai oublié de dire, la phénoménologie des Merleau-Ponty était très importante pour les néoconcrets. Et surtout, il y a un livre surtout qui était les livres que tout le monde lisait, et puis après aux États-Unis aussi, les minimalistes, après les néoconcrets, qui c'est la phénoménologie de la perception. Entre les livres que je vous suggérais, que j'ai indiqués, il y a un livre, un texte qui je ne sais pas où il était publié. Ici, il était publié vraiment quelque part, d'une fille qui s'appelle Anne Deseuses, qui elle fait une comparaison entre le néoconcrétisme et le minimalisme.
Et là, on peut constater que c'était presque contemporain, mais les néoconcrets étaient avant les minimalismes aux États-Unis. Mais aussi les minimalistes avaient cette affinité. Et Mir, elle va vraiment s'identifier avec une phénoménologie beaucoup plus proche au zen. Je ne sais pas si vous savez, mais la phénoménologie, elle est très développée au Japon. Il y a une école importante à Kyoto où il y a des publications très belles à ces sujets qui font les liens entre les zen et la phénoménologie. Dans le sens de vouloir aller retourner vers une forme qui est une pré- ou une post-forme, hein, avant que ce soit défini, ou peut-être après. C'est là qu'on va voir dans tout son travail cet aspect de pré- ou de post-forme. Ronaldo Brito, c'est lui, cette critique qui a accompagné ces artistes, très amis de Sergio Camargo, qui a accompagné tous les artistes de cette génération. Et lui, il écrit un très beau texte qui j'ai indiqué aussi, qui s'appelle Les fluides des corps. C'est dommage, mais malheureusement, heureusement que je parle en français parce que tout est en portugais. On aura du travail un jour si on arrive. Les fluides de solide, qu'il écrit sur cette série qui s'appelle Bombe. Et on voit qu'elle travaille sur un dialogue d'une certaine façon avec cet aspect de la répétition de gestes et de formes et aussi de reprise des discussions sur la répétition au point de vue formel, mais elle travaille avec surtout l'idée de la dilution et comme elle-même disait, d'activer le vide. C'était une des expressions qu'elle utilisait beaucoup. Et là, elle avait reçu des milliers de ces papiers japonais, très très fins. Elle a essayé de faire des gravures, elle n'a pas réussi. Et alors, elle a fait plusieurs travaux avec ces matériels. Elle a fait, le premier qu'elle a découvert, c'était de travailler avec l'ongle. Alors, elle trempait l'ongle, c'était la seule chose qui ne coupait pas les papiers sur la peinture. Et elle dessinait, et alors, les dessins, on n'a pas beaucoup de contrôle avec la main. C'est différent d'un pinceau, par exemple, ou un stylo. Alors, ça partait dans plusieurs directions avec différentes intensités. Alors, on voit que dans ces expositions, ce que je dépeins, on voit qu'il y a le passage du plan, mais surtout du projet, d'une idée de projet pour la notion de processus, ça veut dire des actions, de ce qui se passe dans l'expérience elle-même. Alors, là, ça s'appelle le petit train. C'est un des travaux qu'elle a fait avec ses papiers. Un autre, c'est celui-ci, qui s'appelle les petites drogues. Mais ça s'appelle comme ça parce qu'elle était très énervée avec les papiers, elle raconte. Et puis, elle a déchiré les papiers, elle a tordu le papier, et quand elle a vu, quelque chose d'intéressant s'est passé. Et là, elle a commencé à faire, et sa fille, qui était toute petite, lui a dit ça, c'est une drogue, maman. C'est une petite drogue. Elle a dit, bon, c'est un bon nom, ça va rester comme ça, petite drogue. Et alors, elle a fait cette série. Et c'est avec ce travail-là, et aussi Trenzinge,
qu'elle va être exposée dans la Signals Gallery à Londres grâce à lui, Brett et Serge Camargo. Je pense qu'une recherche si ouverte sur les supports, matériaux et langage et penchée sur l'expérience du travail à l'atelier est loin du marché de l'art, et c'est vraiment la production d'une pensée. Je trouve que la question de cette indépendance et de la valeur matérielle du travail génère une liberté d'expérience, d'expérimentation et aussi d'utilisation des matériaux, de tous les matériaux. Évidemment qu'après, ils vont être absorbés par le marché parce que le marché est vorace, mais ce que je remarque, c'est que les artistes femmes, des fois, ont plus de liberté pour réaliser leurs travaux que les artistes hommes dans cette société moderne où la société exige qu'ils produisent, qu'ils travaillent 10 heures par jour, tous les jours exactement. Et les femmes, on a tellement de travaux à faire qu'on est obligé de organiser notre vie, à part si on a quelqu'un qui est notre secrétaire, mais je ne connais pas beaucoup de femmes qui ont une bonne femme ou un homme pour être secrétaire de sa vie, de sa carrière. Alors, mais je pense que ça, c'est une particularité de ces trois artistes qui ont eu beaucoup de liberté pour développer leurs travaux et aussi des luttes pour la sustentation matérielle de la vie. Mira, elle a eu une fille, Ligia, elle avait 3 enfants, mais bon, elle a laissé au Brésil avec son mari riche. Et Ana Maria Maiolino avait 3 enfants aussi. Elle était mariée avec un artiste. On va avancer. Je passe plus vite pour qu'on finisse, pour qu'on puisse parler un peu. Anne, bon, je commence avec une série d'œuvres d'Anne qui on commence à voir la question de son propre identité qui est discutée et aussi l'effet que son nom, c'est justement un miroir. C'est exactement pareil, elle joue avec son propre nom, comme ça. Et elle revient avec la tradition de la xylogravure parce que c'était quelque chose de très développé au Brésil, surtout au nord-est. Il y avait une tradition de littérature de cordel. C'est très joli, qui ce sont de petits livres comme ça, qui racontent des histoires très drôles, mais qui sont des philosophes populaires qui écrivent et dessinent et qui impriment sur la xylogravure. Alors, il y a eu un autre, je crois, je ne sais pas sa nationalité, peut-être qu'il fait un c'est Georgi. Et je ne sais pas s'il était suisse aussi ou allemand, Oswald Gueldi. Lui, c'était un merveilleux xylograveur. Il a développé son travail au Brésil aussi. Il n'était pas artiste avant. Son père travaillait dans l'imprimerie. Il est très expressionniste. Et Ronaldo, qui aime bien être du contre, toujours contraire à tout, il dit que c'est la vraie image du Brésil, parce que c'est l'image de la saleté, du manque de lumière dans la nuit, de personnes qui on ne sait pas si sont des mendiants ou c'est quelqu'un de bien qui marche dans la rue. C'est vraiment merveilleux son travail. Et lui, il tenait un atelier à l'école des beaux-arts où plusieurs artistes sont passés. Et elle commence à... Elle était très politisée toujours, Anna, plus que Gershman. Elle avait migré, ses parents étaient des intellectuels, elle est allée à Venezuela en premier, puis après elle est rentrée au Brésil dans les années 60. Et il faut se rappeler qu'en 1964, on a eu
le premier coup d'État des militaires et qui finissait avec les libertés d'expression. Alors toutes ces générations, Ligia, Elio, Anna, sont fruits et ils ont travaillé malgré la situation politique de mon pays. Alors elle commence à se préoccuper avec des questions pas seulement des genres, du féminin, mais aussi du fonctionnement, disons, de l'organisme. On peut passer. Bon, ça c'est un des travaux plus illustratifs qui est là. Il est au MASP, il s'est marqué, c'est les héros. Et bon, les héros, où est-ce qu'il est l'héros? L'héros, c'est un archétype discutable et chargé parce qu'il est toujours au pouvoir, elle dit dans son travail. Alors, nourriture, on peut passer, nourriture, déchets, la faim, les excès, l'accumulation bouleversante bouleverse le travail des Anna. C'est les questions qui vont... la répétition dans son travail, elle apparaît plutôt comme une compulsion et comme une référence à des gestes quotidiens, à des gestes domestiques quotidiens et aussi à de matières organiques, soit ce qu'on mange, soit ce qu'on élimine. Parce qu'à Kassel, qu'elle a fait en 2012, la commissaire lui a, en se baladant avec elle dans la documente, lui a montré une maison, vieille maison. Et elles étaient avant, elles étaient en train de discuter sur les comptes de Green. Et alors, elle a dit, non, voilà ma maison, c'était une maison au milieu d'un jardin, une vieille maison, elle a dit, c'est parfait. Et elle s'est appropriée de la cuisine aussi, entre autres. Bon, là, elle travaille justement sur, et on revient à la question, toujours, de la limite entre les projets. Et là, je rappelle que les projets, comme idée, il vient de la grande modo, il vient de la Renaissance. Ça veut dire qu'un homme se sépare du monde, il sépare ses parties, il sépare les domaines de connaissances. Ça commence la modernité, en fait, qui va se développer. Le XVIIe siècle, ça va être encore plus radical. Et là, c'est dans les XXe siècle, c'est les radicales de radicales. Chacun comprend seulement un tout petit peu, d'un tout petit point. Et je pense que tout le monde. Parce que même les personnes qui écrivent sont toujours confrontées à ça. Entre le projet, jusqu'à où je vais avec un projet, ou si je vais commencer mon travail avec un projet, ou s'il va partir d'une expérience. Ça, je pense que c'est un autre diviseur, partageur d'eau dans la pensée, dans l'art et surtout dans l'art contemporain. Bon, là, elle prépare les Kingdom Center, justement. Voilà, ça c'est l'exposition à Londres. Ça, c'est un autre travail avec l'idée de déchets et aussi la question du lieu, hein, un lit de mariée, hein, c'est pas un double lit. On peut passer comme ça. Bon, là, c'est un monument, elle l'appelle là les monuments à la faim.
C'est du haricot noir et du riz, c'est la base de l'alimentation au Brésil. Et ça devient, à chaque gouvernement, ça devient plus cher, plus cher, plus cher. Et les gens, et ça équilibrait beaucoup la nourriture, notre nourriture, et nous laissait avec un bon poids, parce que c'était une nourriture équilibrée. Et on mangeait ça avec un bout de viande et des tomates ou salade. Et là, c'est devenu interdit. Et les aliments industrialisés ont pris les dessus. Et là, les gens, la plupart des gens au Brésil ne peuvent plus manger le haricot noir et le riz, mangent ces produits industrialisés. Ils sont devenus une grande partie obèses, comme aux États-Unis. Alors, elle travaille beaucoup à ces sujets. Ça, c'est monument à la fin. Et ça, c'est un autre travail. C'est La table est mise, où elle a fait pousser l'haricot noir. Voilà. Ça, c'est sa mère et sa fille. Et elle fait une série maintenant qu'elle appelle de photopoèmes. Par un fil, c'est travail s'appelle, et toujours vous voyez la question de la répétition, de la reprise et de la composition que répètent certains éléments, pas exactement pareils, mais un peu différents, ça continue dans nos travaux, dans plusieurs artistes brésiliens. Il y a d'autres photopoèmes. Voilà, celui-là s'appelle Petit à petit. C'est qu'il reste. Ça, c'était cette période, c'était la période plus dure de la dictature. On a perdu beaucoup d'intellectuels. Parce que des artistes, des intellectuels, ceux qui sont partis en Europe, ils sont rentrés seulement en 1998, et 88, et là c'était ce qu'ils pouvaient faire, des manifestations indirectes en rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors, ce travail, c'est ce qu'il reste, ça s'appelle. On va finir. Là, ça s'appelle Moi et toi. Toujours l'aspect de la répétition. Et un dernier, Entrevie. Et là, elle marche avec les yeux Bandés. Bandés. Entre les yeux. Il y a la dernière photo qui envoie un détail, c'est tout. Bon, mais écoute, je ne sais pas combien de temps, j'aimerais même savoir. Non, mais tu es très bien dans les temps. C'est parfait. Ça veut dire? Là, je ne sais pas à quelle heure précisément on a commencé, mais il est 21. C'est vrai. Bon, merci beaucoup. Un grand merci. C'est ça que j'ai apprécié. Non. Ah non, j'ai pas fait le final. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te proposer, effectivement. Non, on savait que tu avais bien prévu de te faire applaudir 2 fois. Donc, est-ce que tu peux justement poursuivre pour la synthèse et une forme de conclusion? Je suis désolée. Mais non. Non, ça fait 2 ans et demi que je suis à la maison, dans une maison au milieu du bois. Ça faisait 2 ans et demi que je ne sortais pas sans masque. Bon, finalement, je pense que le mouvement néoconcret et ses dérivations nous ont amenés à l'abandon d'un espace projectif et aussi représentationnel. Ça nous a libérés de ça. Et dans les travaux des 3 artistes, ce qu'on constate dans les 3, c'est un passage du plan à la page, et de la page au lieu, et du lieu au corps.
Et elles ont évidemment abandonné les formules académiques et elles sont plongées dans l'expérimentation. Elles ont aussi travaillé dans une échelle intime, entre mains, gestes quotidiens, qui expose d'une certaine façon la façon dont nous vivons. Et l'autonomie de ces recherches nous éloigne d'une littéralité qu'on trouve actuellement dans plusieurs manifestations d'art et qui c'est typique de la publicité. Et je trouve qu'elles ont travaillé des aspects en rapport au féminin, au féminisme, en rapport aux préjugés, à la pauvreté, à la place de femmes, sans être littéral. Et ça, je trouve une contribution importante à nous faire penser aujourd'hui. Elles ont placé aussi l'art brésilien très loin des stéréotypes, comme je vous avais dit. La couleur vive, on dirait que c'est un travail de Brésilien. C'est pas vrai. Et les plus colorés travaux, c'est dans les Pays-Bas, qui sont des couleurs formidables. En plus, Matisse, qui est-ce qui est plus coloriste que Matisse, qui est né au nord de la France. En plus, c'est des stéréotypes qu'on a sur le Brésil, sur les Brésiliens, sur être brésilien, qui, à moi, ça m'embête beaucoup parce que comme on ne sait pas qui nous sommes encore, on est encore en train de chercher, je ne veux pas être classée dans une catégorie. Bon. Et dans l'art, la dialogue qu'on développe, parce que je vois l'art comme un dialogue, avec notre temps, avec ce que nous aimons et aussi avec ce que nous détestons, parce que c'est inévitable qu'on se confronte avec ce que nous détestons à l'atelier, dans notre travaux aussi. Et les partis, les jugements extrêmes qui ont, au moins au Brésil, je ne sais pas ici, mais au Brésil, c'est vraiment, on vit une vraie bataille à l'université. C'est la guerre. Non, c'est la Troisième Guerre mondiale dans l'université d'art. Nous repulse et nous pousse vers l'abîme, à mon avis, des dogmes, des interdits, des blocages. Ces chemins, pour moi, c'est de répéter les mêmes fautes des modernes. On veut sortir du moderne, on est en crise avec les modernes et on entre dans les mêmes procédés que le modernisme. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense. Aujourd'hui, je vois comment on doit faire très attention à nos jugements de valeur, aux stéréotypes et aux préjugés qu'on crée si facilement. La pensée moderne qui nous a permis de construire et de voir un monde si différent, organisé et apparemment contrôlé, une pensée qui a séparé toutes les choses par catégorie, par hiérarchie. On ne peut pas tomber dans les mêmes trous. Il faut qu'on se donne le temps pour vivre nos expériences dans un autre tempo et d'une autre forme. En voyant nos vies telles qu'elles sont, je pense qu'il faut plutôt inclure, associer, comme ici, que séparer. Qu'il faut plutôt respecter nos différences qu'être égaux. Plutôt pacifier que s'imposer et guerroyer. J'ai cherché ces mots. Hein. Bon, mais maintenant, merci. Certaines personnes aimeraient poser quelques questions ou réagir à... C'est étonnant parce que ces artistes sont loin d'être inconnus et en même temps en France on ne leur a pas encore accordé suffisamment d'importance au regard de leur grande qualité.
Ceci dit, Lydia Clark était encore présente à l'exposition sur l'abstraction et les femmes. Il y avait toute une partie qui était consacrée aussi à Lydia Clark et à toute la scène brésilienne. Avec justement les mêmes œuvres, celles que tu as présentées. Aussi au Beaubourg, oui. Il y a les bijoux. Oui, ouvertes, ces œuvres aussi sont contemporaines, même si les artistes ne furent pas des lectrices immédiates de l'auteur, mais elles sont contemporaines du concept d'œuvre ouverte énoncé par Umberto Eco en 1962 lors de la traduction en France, associé à un musicien important qui s'appelle Boukouregiev, puisque c'est quelqu'un de la même d'une école assez voisine de Ferrari, qui a justement permis à Umberto Eco de faire connaître le concept d'œuvre ouverte, qui fut passionnant, puisqu'en fait, non seulement il se sert de l'abstraction, mais en même temps, il est contemporain en littérature, en musique et en art visuel essentiellement, de cette scène qui apparaît dans les années 50, notamment. Conventionnelle, telle qu'elle est pensée en termes écologiques, par exemple. Pourquoi écologique? Pas au sens de la nature, évidemment. Pas simplement au sens de la nature, mais au sens justement de l'écologie, telle que l'écologie pense les relations, en termes global. Et donc il s'agit plutôt de penser davantage le maillage que de penser justement les unités. Et l'œuvre ouverte pense justement aussi... alors, on ne parle pas d'écologie encore à ce moment-là, même si on aurait pu le faire, mais parce qu'on pense en termes de manière relationnelle. Et c'est ce que dit Umberto Eco. Umberto Eco pense plutôt l'ouverture au possible, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Au possible, au pluriel. Et ce sont des œuvres dans leur rapport à la manipulation, dans leur rapport au mouvement et au jeu dont a parlé Iracema, qui permettent de reconsidérer les processus et les expériences.